Mais qu'est-ce que ce peuple a fait pour mériter une telle souffrance? Constitution Nabiso, Ezali Malamote, et Salemaka d'ailleurs, Namboka Bapaya, et puis Nabapaya Bangomoko. Le tribalisme primaire du régime divise notre nation. Bien, c'est déjà l'heure de votre émission centrale politique, mesdames et messieurs, comme nous avons pris le rendez-vous plutôt de vous servir chaque jour sur Centrale Télévision. Et aujourd'hui, je reçois pour vous Maître Eric Bissélo. Il est avocat, mais aussi analyste politique ici en République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons essayer de parler des différents sujets d'actualité. Vous savez, l'actualité reste dominée par ces inondations ici dans la ville province de Kinshasa qui ont touché plusieurs communes, bien sûr, la commune de Limete, la district, si je peux dire de manière générale, de Lachango, mais aussi d'autres communes de la ville province de Kinshasa. Mais aussi, à part ces inondations, on continue de parler aussi des consultations et nous sommes déjà à la fin. Qu'en est-il des bilans de ces consultations? Nous allons analyser et en parler au cours de cette émission avec Maître Eric Bissélo que je dis bonjour Maître Eric. Bonjour cher Maurice, merci pour l'invitation. C'est un réel plaisir de vous retrouver et de retrouver les téléspectateurs de Centrale Politique. Donc nous allons bien par la grâce de Dieu, nous tenons bon malgré les turpitudes et surtout les souffrances du peuple congolais face aux réalités quotidiennes. Et nous présentons nos plus sincères et plus courtoises condoléances aux familles éplorées et attestées par ces drames qu'on dit malheureusement naturels, mais le naturel se prévoit également. Donc la météorologie, ça permet d'avoir des prévisions, la canalisation, ça permet d'évacuer l'eau. Donc il y a également l'interventionnisme ou bien l'absence d'interventionniste de l'homme politique qui en est la conséquence directe. Donc en cela, nous présentons nos plus sincères et affectueux et tristesse le plus louable à cette famille-là. Et puis nous sommes de tout cœur avec vous et nous sommes là pour le combat pour la République, pour que chacun ait un mot à dire. Merci. Que chacun ait un mot à dire par rapport à la République. Nous allons commencer par ce sujet, bien sûr, comme je l'avais dit au début de cette émission. La ville de Kinshasa a été fortement touchée par les inondations qui ont causé des morts d'hommes, des dégâts matériels. N'en parlons même pas. Je ne sais pas, actuellement, nous sommes à plus de 30 morts. Vous avez vu avec des dégâts matériels très importants. Ça, c'est le pont vers les quartiers Maleka là-bas. C'est un pont qui relie des quartiers mais aussi des communes ici de la ville province de Kinshasa. Vous suivez, ça ce sont des dégâts que ces inondations ont causé. Déjà Maître Eric Bissélo, quand vous voyez tout ce qui s'est passé, d'abord d'emblée, qui sont les responsables de ce qui est arrivé? Bien sûr que ce soit, comme on a dit, la pluie c'est naturel, tout ce qui est arrivé c'est naturel. Qui sont les responsables de la situation actuelle que les Kinois ont subi ces 2 derniers jours? Il faut dire d'abord effectivement ce problème des eaux, c'est-à-dire l'eau de la pluie, l'eau qui a débordé des rivières et des cours d'eau, mais également de l'eau à consommer à usage quotidien des Congolais, dont je pense dès aujourd'hui que si on n'arrive pas à trouver la solution de ravitaillement d'eau pour les Congolais, pour les ménages, de demain la situation pourrait devenir beaucoup plus critique avec des maladies et bien sûr avec une forte colère des Kinois. Ça c'est la première des choses. Cette manifestation soudaine de pluie, c'est le fait de Dieu, ça il faut bien le reconnaître. Mais il y a également l'effet des hommes. C'est quoi l'effet des hommes? C'est l'action politique. C'est-à-dire il y a des dirigeants politiques qui sont censés avoir les moyens de l'État pour mettre en marche la machine étatique, pour construire des ponts, pour curer les voies d'eau,
pour équiper les équipes d'urgence, les services de pompiers, la police nationale qui dessert également auprès des cours de bois avoir le matériel conséquent pour travailler. Donc ça c'est l'action politique. Et je suis d'autant plus étonné que le gouvernement de la ville province de Kinshasa, qui vient assister au désarroi des Congolais, lui-même avec son canoë tombe en panne, son propre bateau tombe en panne, et qu'on est en train de vider l'eau avec une petite marmite, mais les Congolais, les policiers doivent se mettre sous l'eau pour pousser ce bateau. Moi, je trouve ça complètement hallucinant. Et cette eau qui est sale, qui peut avoir toutes sortes de microbes, les pères de famille qui ont pour eux de protection se retrouvent à aller pousser le président, le prince, le roi gouverneur dans son canoë qui est en panne. C'est désolant, c'est affligeant. Et donc, l'action politique a sa responsabilité. Mais il y a un autre acteur quand même qui est assez important. Ce sont les fonctionnaires permanents de ces États. L'urbanisme, c'est pas que l'axe de zone politique, mais également ceux qui sont censés être en permanence là, la continuité de l'État. Ceux qui exigent en permanence les Congolais de payer des taxes de ceci, des taxes de cela, le curage. On paye en permanence, mais le travail ne suit pas. L'accompagnement, le suivi, la surveillance ne suit pas. Donc il y a quand même à revoir dans la globalité, pas seulement dans le fait des décideurs politiques, pas seulement dans le fait de la pluie il y en aura, mais évitons de tomber de nouveau là et de pleurer une trentaine de morts innocentes qui n'ont rien demandé à ce qui leur est arrivé. Donc, dans la réalité, le responsable premier, celui qui doit être indexé, c'est le gouverneur de la ville province de Kinshasa. À commencer par lui, et puis les acteurs locaux qui ont censé quand même avoir le devoir de surveillance et d'alerte des Congolais. Et c'est vraiment, ce n'est pas la première fois, et c'est dommage qu'on n'en tire pas les conséquences, mais voilà ce qui arrive maintenant. Et moi, je suis d'autant plus de colère que ce n'est pas la première fois, et je suis sûr que ce n'est pas la dernière fois que nous voyons ce genre d'images tragiques. Avoir ces images très tragiques, là nous sommes dans les quartiers Njili, dans la commune aussi d'Njili, bien sûr. Hormis cela, nous avons vu des mesures de la part du gouvernement central, mais aussi provincial. Je ne sais pas votre analyse. Est-ce que ces mesures sont-elles suffisantes par rapport à ce qui est arrivé, ou le gouvernement devrait normalement prendre des décisions fortes, enfin, de prendre des mesures pour qu'à l'avenir, ce genre d'événements ne puissent plus se reproduire ici dans la ville. Si vous parlez par mesure le fait d'avoir logé dans des lieux, dans des gymnases des citoyens congolais, de leur avoir donné une matelas, ce ne sont pas des mesures, ce sont des mesurettes pour essayer d'atténuer son peu la souffrance, mais ça ne règle strictement rien. La mesure veut que l'État soit en permanence responsable d'aménagement du territoire. Lorsqu'il il autorise quelqu'un à construire une maison, est-ce qu'il veut à ce qui est déterrassé, est-ce qu'il veut à ceci, il veut à cela. Et en sus, n'oublions pas que le service de police n'est pas là que pour sanctionner, mais également pour sauver les Congolais, intervenir, pour secourir. Donc, lorsque ces drames ont commencé, parce que ces drames n'ont pas commencé subitement, ils ont commencé depuis vendredi soir, d'autres... on a vu crescendo les choses aller, mais il n'y a pas eu d'alerte, il n'y a pas de signalement, il n'y a pas de demande de ces Congolais de dire vous êtes en danger, évacuez, quittez ces lieux. Donc, c'est l'absence totale de l'État dans certains cas, comme on a l'habitude de dénoncer. L'État est présent en Gombe en permanence, l'État est présent là où il y a des ministères, là où les hommes du pouvoir résident, mais l'État est absent là où les Congolais ont besoin de lui. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore de mesures fortes. Des mesures fortes, c'est la construction de ces maisons, c'est la protection pour que ce genre de débordement n'arrive plus dans les chambres, dans les maisons des Congolais. C'est éventuellement, s'il devrait y avoir des suivis des soins, c'est également la réparation. La réparation pour que ces Congolais qui n'ont rien puissent redémarrer, puissent repartir de bon pied le lendemain malgré les difficultés. Donc l'État n'a encore rien fait. Et c'est en ces circonstances que nous devons voir la mobilisation, comme ils nous ont su nous montrer lors de la francophonie, comme ils ont su nous montrer lors qu'il s'agissait de faire des matchs de football. On en voit des mesures d'urgence avec des millions de dollars, des centaines de millions de dollars mis à disposition de ces Congolais. Pas de l'argent qui va dans les poches d'un ministre qui va les distribuer à compte-gouttes, mais de l'argent qui serait effectivement arrivé dans les poches de ces Congolais pour qu'ils puissent se loger dignement. Et en outre, il est impérieux, urgent de prendre des dispositions pour l'aménagement de ces lieux-là, pour élargir les rivières de Njili, pour élargir les voies d'eau de manière globale, et il faut en profiter pour également nettoyer
ville province de Kinshasa. Il faut en profiter, oui. Bien sûr aussi. Hormis cela, à part les eaux que vous voyez, il y a aussi des perturbations en ce qui concerne la distribution d'eau. Ici, dans la ville province de Kinshasa, plusieurs communes sont privées d'eau. Il y a un communiqué de la régie des eaux, un communiqué que la régie des eaux a fait. Ils n'ont pas précisé les jours ou la durée ou les kilomètres où tous ces communes qui sont privées d'eau vont continuer avec ces calvaires ou encore ces drames. Je ne sais pas, Maître Eric, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce qui concerne le manque d'eau actuellement avec effectivement, c'est là où j'ai mis l'accent dès le début, en disant que ça risquerait de provoquer d'autres catastrophes, parce que l'eau est nécessaire à l'humain pour se laver, pour évacuer ses déchets, pour boire. Donc il peut y avoir d'autres maladies qui peuvent germer parce que certains Congolais vivent dans des lieux vraiment sordides et sales parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et donc en conséquence, il risque d'avoir des maladies hydriques et compagnie qui pourraient accompagner cette situation. Donc l'État doit se mobiliser, non pas de dire qu'on ne sait pas quand établir l'eau, qui prennent au moins des mesures d'urgence pour permettre à ce qu'on ait accès à l'eau à boire, qui mettent des camions, qui trouvent des camions à mettre d'eau propre pour mettre à la disposition des Congolais, qui trouvent des solutions, parce que c'est leur rôle de trouver des solutions. C'est nous, notre rôle, c'est de les accompagner à ce que les choses se passent bien dans le calme. Mais cela dit, c'est leur rôle de trouver une solution, de ne pas nous prendre un communiqué qui dit on ne sait pas quand. Non. On ne peut pas fonctionner avec on ne sait pas quand. L'imprévisibilité, ce n'est pas le domaine politique. Donc c'est une question de responsabilité. Chacun doit prendre ses responsabilités. Chacun doit prendre ses responsabilités. On le dit aussi du côté des opposants, au lieu de soutenir le drame qui est arrivé au Kinois, mais certains opposants, mais aussi certains analystes politiques, vous avez pris ces drames pour commencer à s'attaquer au régime en place. Est-ce que c'est vrai aussi, ou c'est votre analyse? Non, c'est tout à fait vrai, parce que moi je ne dois pas être solidaire à l'égard du gouvernement, je dois être solidaire à l'égard des Congolais, des citoyens kinois qui vivent ce drame. Les Congolais, les gouvernants et les riches qui sont, ils vivent dans des lieux qui n'ont pas été inondés, ils se déplacent sans même se salir les pantalons ou les chaussures. Alors ce n'est pas eux des victimes, ce sont des Congolais. Nous nous attaquons à eux et nous nous attaquons à eux parce que c'est leur devoir, de leur responsabilité. Ils savent gaspiller de l'argent, ils savent dilapider l'argent public. Il est temps aujourd'hui que cet argent profite réellement à ceux qui vivent le calvaire de la mauvaise gestion, de la mégestion et de la mauvaise organisation des acteurs politiques actuels. Moi je suis d'accord avec ça et nous l'assumons. Moi je l'assume pleinement. Vous l'assumez. Maître Eric, une question. Entre le gouvernement central et l'hôtel de ville qui est représenté aujourd'hui par Daniel Bumba, qui incarne beaucoup plus de responsabilités par rapport à ce qui est arrivé au Kinois? Je suis sur DPS. Donc, quelle question se pose? Président du DPS, ministre du DPS, gouverneur du DPS, ils savent où ils se retrouvent en réunion du DPS pour prendre des dispositions ou des non-dispositions. Donc, moi, je regarde, c'est la même famille politique qui nous met aujourd'hui dans le chaos. Donc c'est le même famille politique. D'accord, Maître Eric, je pense que nous pouvons dire que nous allons revenir vers la fin pour continuer avec ce sujet lié aux inondations. Ici, dans la ville province de Kinshasa, mesdames et messieurs, cette fois-ci, nous allons prendre les chapitres liés aux consultations. Vous savez, les consultations ont pris fin officiellement et ces consultations ont été clôturées par un communiqué lu par les services de communication de ces consultations. Bien sûr, Maître Eric Bissélo, les consultations ont eu lieu. D'abord, nous allons commencer par le bilan. Si vous pouvez faire un bilan à tous les Congolais que vous suivez aujourd'hui, quel a été le bilan de ces consultations que nous avons vécues il y a 2 ou 3 semaines? Pendant 2 ou 3 semaines. Il faut réfléchir aux objectifs visés par ces consultations. Si l'objectif était de réunir les Congolais derrière le chef d'État, c'est-à-dire l'Union sacrée-bis, je crois que ça ne manquerait pas. Il y aura toujours des Congolais qui répondraient présents parce qu'ils veulent améliorer leurs conditions de vie personnelle et individuelle. Mais si l'objectif était de consolider l'unité nationale, de consolider la cohésion nationale, de consolider les valeurs qui nous font vivre ensemble, c'est lamentable, c'est un échec lamentable parce que ça a été mal orienté, ça a été mal réfléchi et le résultat est là. Et je crois que M. Béandé ne va pas s'arrêter là malgré le temps qui est devenu. Effectivement, ça n'a pas rencontré l'adhésion des grands acteurs politiques
parce que c'était mal pensé, parce que c'était mal orienté. Mais cela dit, il appartient de prendre également le courage et assumer la responsabilité d'aller aussi rencontrer certains acteurs politiques. Ils peuvent aller les rencontrer. Ils ne sont pas fermés. Moi, je ne crois pas que Joseph Kabila est fermé à être consulté. Moïse Katumbi est fermé à être consulté. Mais y aller, nous savons comment ça fonctionne avec ces régimes. Y aller, c'est comme si vous donnez quitus à tout ce qu'eux ils disent. Et non pas que vous êtes un rapporteur des idées, de solutions, de propositions. Donc eux, pour eux, quand vous y allez, c'est vous adhérer à leur vision, malgré qu'il n'y ait pas de vision du tout. Donc je pense qu'en cela, de deux côtés-ci, c'était effectivement pour élargir l'Union nationale. C'est pour ça que ça a fait numérer les gens de l'Union sacrée. C'est pour ça que ça l'a fait numérer. Pour eux, il y aurait certainement la matière. Mais si c'était dans l'objectif d'arrêter la guerre, de s'intéresser à la République démocratique du Congo et non pas à quelques individus, malheureusement, il y a encore du chemin à faire. Du point de vue bilan, si on peut dire, est-ce que ces consultations ont échoué? Ou c'est une réussite selon vous? Non, c'est un échec lamentable. Je vous ai dit, j'ai donné les deux perspectives. L'Union sacrée, ce n'est pas ça qui va sauver la nation, puisque ça a été dit, pourquoi ça a été revu, parce qu'ils ont fait cette ouverture, c'est parce qu'ils n'ont pas de solution. Donc la solution doit venir dans la cohésion nationale, dans l'ensemble des acteurs politiques. Personne n'est à mettre à côté, personne n'est à mépriser, personne n'est à négliger. C'est vrai que quand on est parti prenant, comme le pouvoir, il est mal passé pour organiser cette cohésion, c'est pour cela que beaucoup d'acteurs politiques ont dit qu'il allait de soi que la CENCO et le CC étaient tous en même de tendre la main et de dialoguer, parce qu'au moins ils sont neutres. Le pouvoir n'est pas le bon procès pour essayer de créer, pour cimenter le pouvoir, le vivre ensemble des Congolais. La preuve en est, c'est 7 ans, c'est regrettable que nous ayons aujourd'hui à choisir entre Paul Kagame et Félix Antoine Tshisekedi. C'est regrettable d'épouser soit la rhétorique de l'Union sacrée qui est nulle, qui est complètement, qui détruit le pays, ou bien la rhétorique de l'AFC de Manga. C'est là qu'on est dans la difficulté. Moi, je les en veux complètement parce qu'ils ont démontré leurs insuffisances. Donc, en cela, il faut responsabiliser chacun. Je crois que Béran peut aussi aller remettre ses travaux à l'OCC et à l'ANSECO pour qu'on continue si les autres acteurs ne veulent pas le recevoir. Si je comprends bien, vous dites que ces consultations ont couché d'une souris parce qu'il n'y avait pas la besoin de, si on peut dire, les figures des pros de l'opposition. On a vu Adolphe Muzitu, mais aussi d'autres acteurs politiques de l'opposition allaient se faire consulter. Adolphe Muzitu a toujours été le pouvoir. Qui ne dit mot consent? Avez-vous entendu, lu une tribune de Adolphe Muzitu contre Félix Antoine Tshisekedi? Ils ont des liens de parenté, donc en cela, Adolphe Muzitu se réclame toujours d'être de l'opposition, surtout des coalitions ou de la coalition Lamouka. Comme Constant Moutamba se réclame, mais pour autant, ils épousent les idées du pouvoir et ils partagent allègrement. Il ne s'agit pas de dire je suis l'opposition, mais il faut le pratiquer, il faut le vivre, il faut porter le message de ceux qui souffrent, il faut défendre l'intégrité territoriale, il faut vouloir la justice, il faut vouloir la paix entre les Congolais. C'est ça être de l'opposition. Ce n'est pas soutenir ce que dit le pouvoir, dire Amen, Amen, Amen. Maître Bissoloso, aujourd'hui, c'est quoi la solution alors? Qu'est-ce que les Congolais peuvent espérer après cette consultation? Est-ce que Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, va mettre en place un gouvernement de large union nationale comme il avait déjà annoncé, ou il va encore aller faire ce que son prédécesseur Joseph Kabila avait fait, aller rencontrer encore la CENCO, revenir encore sur les tables avec d'autres opposants et perdre encore du temps? Qu'est-ce que vous, personnellement, vous suggérez aujourd'hui pour que la République puisse marcher? Perdre du temps pour aller où? Où il va où? Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu, effectivement, nous avons perdu de grandes portions du territoire. Nous avons les Congolais qui ne subissent plus sous la responsabilité ni sous les lois de la République légitime. Alors, il faut perdre du temps pour aller. On prend le temps pour faire ce qui est essentiel, ce qui est important. Arrêtons de réfléchir en termes de temps, parce que ça fait 30 ans que les Congolais meurent. Alors, à un moment, il faut trouver de bonnes solutions. Et moi, je regrette que le pouvoir pense que c'est eux qui sont les plus à même d'apporter des solutions, alors que ça fait 7 ans quand même, ils pataugent. C'est quand même effrayant. Ça, c'est le 1. De dire, effectivement, moi, je n'aime pas de comparer Félix Tshisekedi, Joseph Kabila. Non. Il faut regarder les temps et les circonstances, et surtout ce qu'il y a en matière à jouer aujourd'hui. Large cohésion nationale sous-entend autour d'une même table. Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Denis Mukwege, c'est ça, l'âge des grands acteurs, parce qu'ils ne sont pas moindres. Ce n'est pas de voir nos amis, nos frères que nous rencontrons régulièrement. J'aime le peu bien que je l'aime bien, on discute beaucoup, là, c'est ses idéaux, ses principes, ou bien aller rencontrer Constant Moutamba. Ce n'est pas ça.
Ce n'est pas ça l'âge. Mais qu'est-ce que veut le pouvoir? Est-ce que le pouvoir veut et espère effectivement conclure son deal avec les États-Unis et faire semblant d'avoir une adhésion à l'Union nationale? Je le promets que ça n'ira pas bien. Ça n'ira pas bien. Malheureusement, ça n'aura pas bien réfléchi. Il faut réfléchir. Ce n'est pas les Américains qui viendraient libérer la République démocratique du Congo. Les Américains ne gagnent pas de guerre. Ils n'ont jamais gagné une guerre. Les Américains n'enverront pas leurs soldats, leurs GI venir mourir ici. Parce que c'est une guerre, et parmi les guerres, les gens meurent. Même les Blancs meurent. Même les Américains meurent. Donc c'est ça la réalité. Il ne s'agit pas de vendre le pays, de dire que... Parce que déjà, même cela, cette solution m'a vraiment fait pleurer, en fait, les choses de l'arbre. Imaginons que des gens qui sont au pouvoir, ils se partagent l'argent du pouvoir, ils se partagent l'argent public, ils se donnent des postes un peu partout, et en finalité, ils disent on n'arrive pas, on donne tout aux États-Unis pour venir faire le travail à notre place. Mais en attendant, nous continuons à dire que nous sommes des DG. Ils ont dit que dans le cadre de coopération internationale, il y a un communiqué, ils ont arrêté les contrats avec d'autres entreprises, ils vont donner la priorité aux États-Unis pour soutenir la République démocratique du Congo afin de sortir de tout ce que nous vivons aujourd'hui, la partie est du pays. Tout le monde, je vous suis, tout le monde vous suit à la télé, des fois vous réclamez les sacrifices de la part du président de la République. Est-ce que ce n'est pas ce que le président de la République a voulu faire, se sacrifier pour sauver la nation? Excusez-moi, mais c'est lui qui fait les sacrifices quand on fait ces allocations, c'est le peuple congolais. Parce que vous vendez nos richesses à nous, vous laissez nos richesses à nous aux Américains. Le chef d'État ne fait pas de sacrifice, il est milliardaire. Constant Moutamba ne fait pas de sacrifice, il est millionnaire. Madame Soumilio ne fait pas de sacrifice, elle est millionnaire. Combien ils sont payés? Qui fait des sacrifices parmi eux? Ils vivent ce que les Congolais vivent là quand on a vu les images en premier lieu. Ils vivent cela, ils connaissent même le prix du baguette, du pain. Est-ce qu'ils connaissent même le prix du transport quand ça augmente et ça baisse? Est-ce qu'ils font même les fonds congolais parce qu'ils vivent en dollars? Non. Il ne s'agit pas de brader l'avenir de mes enfants pour dire que vous voulez pérenniser un pouvoir. Ils veulent pérenniser un pouvoir. Ils veulent, à défaut d'avoir changé la Constitution, obtenir la garde des étrangers pour dire vous pouvez rester ici. Nous répétons une chose, c'est un mauvais chemin, c'est mal réfléchi, et je suis d'autant plus panafricaniste, et j'ose croire que c'est les Congolais qui trouvent des solutions pour le Congo, à peut-être raison avec nos frères africains. Avec nos frères africains, Maître Eric Bissello, ça vous fait quoi aujourd'hui de voir la République démocratique du Congo pour trouver des solutions? On fait appel aux États-Unis, on fait confiance à des sommets, de Luanda, de Nairobi, Kenya, etc., jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution concrète. Vous, étant un Congolais, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? On avait des faiblesses, c'est humiliant. Parce que moi, je ne crois pas qu'il faille 10 ans pour remettre sur pied une armée, pour bien payer nos militaires, pour les équiper correctement, surtout qu'on nous parle de milliards. Hein? Si nous avions cette volonté de dire réduction des temps de vie des institutions depuis 6 ans, et qu'effectivement qu'il y ait des contrôles sur les mouvements de flux monétaires destinés aux forces armées, mais également aux forces de sécurité, aux forces de renseignement, mais dans ce cas-là, nous ne serions pas là. Si nous avions la volonté de mieux payer nos policiers et nos militaires depuis plus de 5 ans, nous ne serions pas là. Si les militaires seraient plus engagés. Si nous avions la volonté d'équiper notre armée, nous aurions des radars, nous aurions toutes sortes d'équipements, non pas seulement de Sukhoi, mais plus encore. C'est ça la réalité. Donc c'est humiliant, c'est frustrant parce que c'est une génération qui passe avec encore des échecs. Et nous ne pouvons pas continuer à nous lamenter. Et j'ose croire que, malheureusement, j'ai aimé la posture de Joseph Kabila hier, je relativise en termes de temps, qui hier avait tourné les deux aux Occidentaux pour dire je vais me concentrer sur d'autres acteurs si vous exigez de moi beaucoup trop. Si vous exigez de moi de brader l'intégrité territoriale, les minéraux de mon pays. Il s'est tourné vers la Chine et d'autres pays. Aujourd'hui, les seuls contrats qui apportent de l'argent dans ce pays, c'est les Congolais. C'est le contrat fait sous Joseph Kabila. Les autres contrats-là, on n'en voit pas l'argent, on n'en voit pas les retombées. On en parle, mais on n'en voit pas. Mais on dit parce qu'il y avait aussi beaucoup à dire par rapport à ces contrats. Oui, effectivement, beaucoup de... Oui, mais il ne faut pas avoir la mémoire courte. Nous avons conclu ce contrat-là au moment de faiblesse, au moment où nous n'avons rien. Qu'est-ce que vous offrez? Vous ouvrez juste des terres. Non, soyez sérieux. À un moment, c'était un contrat léonard, effectivement, mais qu'est-ce que nous avions offert? Qui était capable de nous donner cet argent? FMI? Mais il est comme la communauté internationale. Il nous demande encore plus de nous mettre la corde au cou.
Alors effectivement, c'était le meilleur contrat en ce moment-là. Aujourd'hui, le chef d'État, Félix Antoine Tshisekedi, a renégocié, tant mieux, et que ce contrat-là, aujourd'hui, on a la rocade grâce à cela. Écoutez, tant mieux. Il y a encore des contrats comme ça qui en profitent réellement au Congolais. Ce n'est pas parce qu'il pourrait trouver encore un contrat plus mieux que le contrat chinois qu'il est parti du côté des États-Unis aujourd'hui. Non, ça est non. C'est les États-Unis, l'accord principal, je vous donne les minéraux, je reste au pouvoir. Ce n'est pas un contrat. C'est une gradation de nos richesses et de nos minerais. Il n'y a pas de contrat. Et je vous rappelle une chose, aux États-Unis, dans ce genre d'affaires, ce n'est pas que le président Trump qui décide. Il y a le Congrès qui va s'en mêler. Et avec ce que le Congrès a dit ici, comprenez que nous ne connaissons pas le lendemain, nous ne connaissons pas demain. Si demain, le nouveau chef d'État arrivait, ils auraient le droit de dénoncer ce contrat. Parce que, au regard de ce qu'a dit le parlementaire américain, nous ne sommes pas dans un état de droit. Nous ne sommes pas dans un état qui mérite à ce qu'on y accorde beaucoup plus de crédit que ce qu'on veut nous faire croire. Et c'est ça la difficulté. Les Congolais prennent toujours le pot cassé. Alors que ce n'est pas lui qui gère la République, ce n'est pas lui qui décide même qui gagne, qui doit gérer la République. Alors moi je suis vraiment désolé, et je crois que même certains acteurs tout au chef de l'État sont les médiocres, la grande majorité, peut-être ils jouent bien leur rôle, qui sont là, qui en fait pour faire passer le temps et s'enrichir. C'est la difficulté. D'accord, Maître Bisselo, mesdames et messieurs, vous suivez votre émission centrale la politique et nous continuons avec Maître Eric Bisselo. Cette fois-ci, nous allons en parler de la gestion du pays d'une manière générale avec quelqu'un qui beaucoup pensent il est en train de marquer son temps. Maître Eric Bisselo, comme vous voyez aujourd'hui, le ministre de la Justice c'est Constant Mutamba. Sa manière de faire les choses, sa manière d'échanger, sa volonté d'échanger les choses au sein de son secteur, ça vous dit quoi? Est-ce que le ministre Constant Mutamba, il est dans le bon chemin ou il a fait un peu trop par rapport à son statut de ministre de la Justice? Moi, j'ai notre pragmatique. Charge quoi et dans quel secteur? Au dernier sortie médiatique, je crois voir face à Odia, il est en train de justifier saisie pas le saisie, mais la mise à prix des têtes de Irende et de Péroulouara par le fait que le M23 ou l'AFC de Manga commet des exactions à l'Est. Mais c'est dangereux, c'est bien qu'en droit pénal, les infractions et surtout l'imputabilité de peine de ces infractions sont individuelles. Donc il ne va pas dire Péroulouara, parce qu'il est critique, il mérite 4 millions de dollars, c'est pas mise à prix. Qui d'ailleurs, il faut savoir que Péroulouara réside dans un état de droit. Si nous aurions une justice avec un ministre de la Justice, nous aurions eu effectivement le parquet qui se serait mis en marche, nous aurions amassé, s'ils avaient des preuves, on aurait eu un passé même par contumace, par absence de Péroulouara, ils auraient pu mandater ses avocats pour se présenter. Et donc nous aurions vu, nous les Congolais parfois, et même nous les juristes, nous aurions eu effectivement des éléments pour dire qu'effectivement ces hommes ou ces femmes jouent des rôles contre la République. Mais c'est strictement rien. Le ministre de la Justice surfe sur les faits populaires, mais pas sur le droit, pas sur la quintessence même du ministère de la Justice. Il est garant de loi, mais il viole la loi, il est garant de loi, mais il méprise la loi. Et c'est ça qui est d'autant plus effrayant. Nous avons vu avant le ministre de la Justice complètement vidé de tout esprit de relever ce ministère. Celui-ci ne relève même pas, il est en train de les saccager, de les massacrer. La ministre de la Justice n'est pas censé leur communiquer par les communiqués de son cabinet. Un ministre de la Justice n'est pas son rôle à s'occuper des choses qui ne passent pas. Je suis effrayé d'entendre que le ministre de la Justice dit empêcher que au moins 100 attentats aient lieu contre le chef d'État. Grâce à lui, c'était empêché. Donc, le ministre de la Justice, il est le super ministre de renseignement. Il vaut même mieux que Denia, puis il vaut même mieux que Amer. À lui tout seul, arrêtons de prendre des gens pour des imbéciles. Ce n'est pas son rôle. Moi, effectivement, là où je l'attends, c'est la réforme de la justice. Nous avions eu ici les États généraux de la justice. Vous avez eu les conclusions, vous avez les rapports de ces États généraux, malgré qu'il y a eu encore des problèmes, d'ailleurs, de malversation, de mauvaise gestion de ces résultats.
résultats. Au-delà de ça, moi je l'écoutais, les prisons, on en a construit de nouvelles prisons, on a besoin de nouvelles prisons. Des agents de l'administration sont-ils formés parce qu'ils dépendent de nous, les agents de l'administration de la prison. Nous voulons des prisons humaines, pas des prisons où on donne à sa copine, à ses amis, l'argent pour préparer la nourriture, mauvaise nourriture aux prisonniers. Nous voulons des prisons où il n'y a pas de maltraitance, où les gens ne vont pas pour mourir, où les gens pour subir la peine, ou alors nous voulons aussi que l'indépendance de la justice soit respectée. Et donc pas l'influence permanente d'un ministre de la Justice dans des procès. C'est complètement effarant aujourd'hui qu'on me parle d'un ministre de la Justice qui ne maîtrise rien dans ce domaine, venu nous donner des leçons sur ce qui doit être du droit et qui ne doit pas de l'être. D'accord. Maître Bissé, nous avançons vers la fin de cette émission. Le ministre de la Justice n'est pas le législateur. Il est soumis à la loi. Encore mieux. D'accord, Maître Rick. Maître Rick, quand aujourd'hui la ville-province de Kinshasa, entre le gouverneur et les députés, l'ensemble des députés, de tous ces gens qui ont été élus ici de la ville-province de Kinshasa, à qui revient la responsabilité de l'état actuel de la capitale? Bon, j'allais insister sur le mot élu parce que moi je ne me souviens pas que ces élections quelqu'un ait été élu. J'ai entendu beaucoup de... On a donné des jeeps, on a donné ceci, on a donné 50 000 $, 100 000 $ pour être choisi. Donc, finalité, si toutes ces femmes et ces hommes sont assises et sont intégrés un corps qui est défini dans la Constitution, mais également dans les lois de la République, ils ont tous la responsabilité. L'administration provinciale, le conseil provincial, le parlement provincial, mais ils ont le devoir d'évaluer leurs élus, ou bien à l'égard des cours. Le gouverneur l'a vu, c'est lui qui est l'exécutif. Il a une première responsabilité. Son gouvernement qui ne fonctionne pas, si on voit que ça fonctionne pas, vous savez, je ne comprends pas, même dans ce niveau-là, on ne traite pas d'émissionner. On échoue lamentablement, on est en train de se prendre de stress, la pluie nous énerve, on est incapable de résoudre des problèmes de pluie, on est incapable de trouver des solutions à la sécurité, on est incapable de trouver des solutions nécessairement au transport, mais on persiste, on reste quand même à ce poste. Et moi, je crois que l'Assemblée provinciale, qui certainement n'avait pas été payée ici, n'est pas payée, doit se sentir impliquée, et pourquoi pas lancer des motions contre la gestion de Daniel Bumba. C'est aussi une forme de réalité. C'est comme la SNEL. On voit le SNEL, on a de moins en moins de courant, mais ils préfèrent payer les communicateurs pour leur dire qu'il y a du courant. C'est le monde de l'envers. Et je crois que, je répète de nouveau, c'est une façon de fonctionner et de travailler d'une famille politique. Vu qu'ils sont tous des médiocres dans la même marmite, ils se soutiennent solidairement. Entre médiocres, on se soutient. Donc du coup, ils évitent d'exposer les uns les autres. Et du coup, ceux qui souffrent réellement, ce sont les Congolais. Ils souffrent de cette absence de gestion de l'État. Ils souffrent en cette absence de gestion responsable de la chose publique. Ils souffrent parce que l'argent qui peut servir pour nos enfants, pour l'avenir, est dilapidé inutilement. Dilapidé inutilement. Maître Bisselo, nous avons vu les consultations, nous rentrons parce que nous allons déjà atterrir. Quelle serait la suite? Est-ce que nous attendons ou nous avançons vers un dialogue sous le format Sanko et CC comme l'avait voulu en son temps par l'Église catholique? Moi je pense que c'est mieux parce que le problème en est qu'il faut c'est vraiment une épine qu'il y a dans le pays de la République démocratique du Congo et surtout les acteurs politiques actuels, les responsables actuels. Donc il doit y avoir ce rapport de franchise entre les uns et les autres, de dire là où on les empêche, là où les autres ont péché. Ce n'est qu'en cela qu'il peut y avoir, on peut sortir de là, de se parler des conclusions qui engageraient l'ensemble des partenaires. Celui qui s'en écarterait dirait que maintenant tu as signé ces engagements, tu dois les respecter. Et cela également contenance à l'égard des partenaires africains tout autour de nos frontières. Donc en cela, ce dialogue-là, c'est un dialogue de vérité. Je sais que le pouvoir n'a pas intérêt, il faut ce dialogue-là, parce qu'il a beaucoup à devoir à l'égard de ses amis d'hier, alliés d'hier, mais également ses alliés d'actuels, puisqu'il ne tient pas parole, puisqu'il ne veut pas à ce qu'il y ait la paix. Ne serait-ce que même entre les acteurs politiques, mais il doit aussi s'assumer qu'il est débiteur de résultats de l'action politique durant ces dernières années. Donc en cela, vaut mieux une petite victoire qu'une mauvaise finition du mandat et puis qui pourrait amener peut-être à des drames encore plus forts. Mais en même temps, le fait que, je le répète, les Congolais sont en train de mourir, ils sont dans une grande mesure sous la responsabilité des autres acteurs qui ne sont pas de l'autorité politique centrale. Qui ne sont pas des autorités centrales. Maître Bisselo, une avant-dernière question.
est-ce qu'avec l'allure où nous allons avec les choses, pensez-vous qu'il y aura les élections en 2028, déjà à partir d'aujourd'hui? Si nous arrivons déjà en 2028, c'est Dieu soit loué. Je doute fort qu'il y ait des élections, parce que pour avoir des élections, il faut avoir des moyens. Dès aujourd'hui, avoir des moyens. Avoir des moyens, quand l'État compte essentiellement sur ces minerais qui sont sous la capture, sous l'exploitation de Rwanda et notamment de FC, de Nanga et de M23, je vois mal comment on va trouver l'argent. On va encore s'embêter auprès des institutions internationales. Non, je ne crois pas. Et ça va se poser la question. Hier, il y avait certains territoires où le Congolais n'ont pas pu voter. Aujourd'hui, il y a des pans entiers ou encore plus grands Congolais et provinces. Est-ce que cela justifie? Donc je crois que le pouvoir, s'il ne comprend pas l'avenir, il ne sait pas lire les cartes de l'avenir, ça va mal tourner pour le pouvoir. Parce que les Congolais, à un moment, en ont marre de subir les conséquences de l'incompétence et l'incapacité des gestionnaires de la chose publique. D'accord. Maître Bissé, nous sommes presque à la fin pour aujourd'hui. Un mot de la fin à résumer par rapport à tout ce que nous avons dit ici. Je sais que nous allons revenir pour parler encore en long par rapport à l'actualité. Je crois que le pouvoir, nous sommes une opposition républicaine, nous sommes dans la logique que nous voulons mieux. Mieux pour les Congolais, mieux pour notre pays, mieux aussi de vivre avec nos voisins. Et que l'État a le devoir de tendre la main. Tendre la main, c'est-à-dire permettre aux Congolais à chaque instant de dialoguer. Tendre la main, permettre à ce qu'il y ait un meilleur culpart. Tendre la main, c'est que demain soit meilleur. Et pour cela, ça ne peut pas se faire dans l'orgueil, dans les invectives, dans les accusations fortuites, dans le mépris des autres. Ça ne peut pas se faire. Et d'ailleurs, on ne peut pas vouloir dire on veut une cohésion nationale et on accuse, on insulte, on arrête les autres qui ne pensent pas comme vous. Et donc je pense que cette responsabilité appartient à ceux qui ont aujourd'hui la force régalienne, l'armée, les services de renseignement, mais également l'argent public, de faire en sorte que les ponts soient tracés pour qu'un lendemain meilleur soit possible en République démocratique du Congo. Ce n'est qu'à partir de là que nous pouvons juger si nous sommes un peuple capable ou non. Et à ce jour, nous sommes complètement à la ramasse. Nous avons au moins pu reculer depuis de 30 ans. Réduit plus de 30 ans. Ceci dit, mesdames et messieurs, nous sommes déjà à la fin pour cette émission d'aujourd'hui. J'avais resté pour vous, Maître Eric Bisselo. Vous savez, il est très pertinent par rapport à ces analyses, par rapport à tout ce qui se passe ici en République démocratique du Congo. Un grand merci à l'ingénieur Bienvenu Sassi qui était aujourd'hui au four au moulin. Pourquoi l'ingénieur Gédéon Lutondo qui était derrière les caméras. Portez-vous bien et à très bientôt. Je me demande, mais qu'est-ce que ce peuple a fait pour mériter une telle souffrance? Constitution Nabiso, ezali malamote. Et salemaka d'ailleurs, Namboka Bapaya. Et puis, Nabapaya Bangomoko. Le tribalisme primaire du régime divise notre nation.